Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour pour la deuxième vidéo de la soirée. J'aime le titre. Je l'ai pas vu, là, mais j'aime ça. Ouais, tu vas voir, c'est pas, Ouais, non, je le sais, mais le capitalisme est mort et ce qui s'en vient est encore pire, là, ouais, ouais, mais non, c'est ça exactement. Oui, bon, je veux pas faire de spoiler. Eh bien, bonsoir Bob Breton, puis bien le Salut, Bob bonsoir, Breton. puis bien le bonsoir à tout le monde qui se sont joints à nous dans le chat. On out pas nos lurkers, mais on les remarque. Fait que bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. C'est le monde est arrivé tranquillement ce soir, mais Ouais, là, c'est bien correct. ça commence à avoir de l'allure pour faire un bon stream. Ben oui, non, mais écoute, c'est ça les vendredis. Tout le monde arrive à la bonne franquette. Puis, en particulier le vendredi, le lundi aussi, mais il me semble le vendredi, tu sais, on a toujours des mises en bouche avant le programme principal. Fait que ça Ouais, laisse c'est le. ça. Exact. Ça laisse le temps. Ceux qui viennent d'arriver, ben, vous êtes bien timés parce que là, Ouais, on arrive sur le premier des 2 gros ouais. morceaux. Fait qu'on start ça. Écoute, on va, on va être maso. Le capitalisme est déjà mort et aller sur Amazon, c'est sortir du capitalisme. Ces mots étonnants ne sont pas les miens, mais ceux de l'économiste Yanis Varoufakis. Dans son dernier livre, il présente une nouvelle théorie économique, le techno-féodalisme. Selon lui, nous aurions déjà basculé dans une sorte d'ère post-capitaliste, qui serait en réalité bien pire que le capitalisme lui-même. Yanis Varoufakis, vous en avez peut-être entendu parler en 2015. C'est l'homme politique grec qui a résisté à la Commission européenne, la Banque centrale européenne, au Fonds monétaire international, dans des séquences politiques et médiatiques où il n'a jamais hésité à aller à la confrontation au point d'être détesté par certains responsables au sein de l'Union européenne. En guerre contre l'austérité, pendant 5 mois, il tente d'imposer un plan de restructuration de la dette à l'Europe. Mais sa personnalité, son style provocateur passe mal. Sous les feux des caméras, Varoufakis quitte le ministère des Finances et enfourche sa moto. À Bruxelles, il y a 10 jours, il est écarté par ses collègues de l'Eurogroupe. C'est un mauvais jour pour vous? C'est un mauvais jour pour l'Europe. Bref, c'est lui qui, au cœur de la crise de la dette grecque, avec une pression maximale sur les épaules, a refusé de céder pour défendre sa vision de l'économie, ainsi que le résultat des urnes grecques, au point de démissionner du gouvernement en 2015. Depuis, il continue d'alimenter le débat intellectuel mondial et de proposer des alternatives au système néolibéral. Adoubé par les uns, désavoué par les autres, il propose des réponses à ces questions. Pourquoi et comment reprendre le pouvoir sur l'économie? Que se passera-t-il si nous ne le faisons pas? Qu'est-ce que le techno-féodalisme? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Yanis Varoufakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Victor Acher-Guéry, votre traducteur, qui va assurer la traduction en simultané pendant toute cette interview. Alors, on va refaire une petite présentation. Vous avez forgé votre réputation d'économiste hétérodoxe dans les salles de prestigieuses universités, de l'université d'Athènes à l'université de Texas, à Austin. Vos travaux académiques reconnus internationalement ont remis en question les dogmes économiques libéraux et proposé des alternatives pour un système économique plus équitable. Mais c'est en tant que ministre des Finances de la Grèce, en 2015, au plus fort de la crise de la dette, que vous avez véritablement capté l'attention mondiale. Vous avez refusé de vous plier aux diktats de l'austérité imposés par la Troïka. Vous êtes devenu le symbole de la résistance grecque face aux politiques d'austérité européennes. Alors, petit rappel des faits, le 27 janvier 2015, vous êtes nommé ministre des Finances de la Grèce au sein du gouvernement Syriza, dirigé par Alexis Tsipras. Votre mandat de 162 jours a été marqué par d'intenses négociations avec les créanciers de la Grèce, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Donc c'est ce qu'on appelle la Troïka. Vous avez, vous, plaidé pour une restructuration de la dette et vous vous êtes opposé aux mesures d'austérité qui étaient proposées. Le 27 juin 2015, le gouvernement grec annonce un référendum sur l'acceptation des conditions proposées par les créanciers. Le 5 juillet, le peuple grec vote. Il vote contre. 61% des électeurs rejettent ces conditions. Et malgré
Le résultat, sous la pression, le gouvernement de Tsipras décide de poursuivre les négociations. Face à cette décision, vous présentez votre démission le 6 juillet 2015. Alors ça a été un passage éclair au gouvernement et bien que controversé, vous avez laissé une empreinte indélébile sur la politique européenne. Vous avez porté sur la scène internationale les débats sur la restructuration de la dette, la démocratisation de l'Union européenne et la nécessité d'un nouveau modèle économique pour le vieux continent. Alors, vous avez écrit de très nombreux livres, dont un, Conversation entre adultes, qui retrace un peu les coulisses de ces négociations, qui a été adapté au cinéma par Costa Gavras, un film que je recommande vivement, Adult in the Room. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau Faire un livre, peu plus Les nouveaux cerfs de de l'économie. Ça a été traduit. contextualisation là, pour ce qu'elle disait. Ouais, c'est ça. Ce qui est arrivé en Grèce après ça, quand le gouvernement libéral a été comme le gouvernement pas libéral, le gouvernement Syriza a été obligé d'accepter l'offre justement là, de la Banque centrale européenne. Après ça, ça s'est mis à mal aller, genre à vraiment très mal aller là, en Grèce. Là. Puis là, il y a eu des Par obligé, t'entends quoi? protestations. Attends un peu, par obligé, t'entends quoi? Ben, c'est genre, mais c'est pas obligé, tu sais. C'est le néolibéralisme, là. La personne au pouvoir finit par faire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle voulait faire tout le long. Là. Mais l'histoire avec Syriza, c'est que c'était présenté comme un parti super socialiste, genre super, super Ouais. progressif. Le parti de gauche, la gauche qui est la nouvelle gauche qui était au pouvoir, puis toute l'équipe. Puis là, ce qui est arrivé après ça, c'est que c'est ça. À cause des blocus économiques, à cause de la pression. Il y a ils ont été obligés, en fait, de genre liquider beaucoup du patrimoine Ouais. public, en fait, pour ajuster les finances, genre dans un plan de restructuration quand même assez brutal pour se mettre à l'étalon, de Ouais, non, c'est de ça. C'est ça, je me demandais. Il y a eu des pressions économiques de la part des pays de l'Union européenne, puis tout ça. C'était ça le ouais, sens de ma politique et question, là. économique, là, Ouais. heu, c'est ça. Ça s'est pas passé dans la rue à ce moment-là. Mais après ça, là, ça s'est mis à mal aller, puis le monde est descendu dans la rue. Puis là, il y a eu un immense backlash. Puis à cette heure, la Grèce est plus proche de l'extrême droite qu'elle a été depuis, depuis les grandes guerres. Là. Euh, c'est le résultat de ça. C'est pour ça que j'utilise souvent, en fait, le gouvernement Syriza là, comme un exemple de quand tu mets la gauche des chambres de commerce au pouvoir, genre, ben, genre, après ça, on se ramasse avec un backlash, puis on se ramasse avec l'extrême droite à Ouais, la c'est fin. ça. Il dit que si tu mets à gauche au pouvoir, il faut que ça soit pour de vrai parce que le backlash, il va être là, lui, pour Ouais, de parce que c'est vrai. ça, quand, Le, quand le- que la le- gauche le- réussit pas à livrer la marchandise, la hein, désatisfaction va être puis utilisée c'est pas après juste ça ça. par les populistes, puis Puis c'est les pas juste ça. démagogues, puis il va y avoir un backlash. Oui, puis c'est pas juste ça. C'est de dire, si tu pousses dans ton sens à moitié, le backlash, lui, il retirera pas dans son sens à moitié, il va retirer plus loin que tu étais avant. Fait Oui, que si ils tu veux sortiennent pousser pas, à ils font pas de gauche, compromis, eux autres, c'est ça. Ça ouais, va c'est ça. aussi loin. C'est ça. Ah, écoute, ils nous accusent de pas faire de compromis, mais quand est-ce qu'ils en font, eux autres? Hein? Ils en font Ah pas. non, non, c'est vrai, excuse, j'oubliais ceux qui nous invitent au compromis. C'est ceux qui nous invitent à nous joindre autour du consensus. Qu'on ne sait jamais c'est quoi le consensus, mais ça consiste souvent à fermer sa gueule, on dirait, mais en tout cas, bref. Aux éditions Les liens qui libèrent. Et alors, dans ce livre, vous vous concentrez sur le numérique. Ouais, Bob Breton, ouais, compromis, anyone. Ouais, ouais, c'est ça. Compromis, tu sais, tu sais, gars, là, tu t'adhères pas à mon idée, tu fais pas de compromis. Ben, c'est quoi le Ben, c'est compromis? ça que le monde comprend le mal, c'est que le compromis, c'est le résultat de la politique, le résultat inévitable. Genre, mais il y a juste un des deux partis qui part avec l'idée qu'on va faire un compromis, qu'on Hum, va se compromettre, genre, qui se compromettent avant même d'arriver à la table de négociation. Genre, la droite va toujours aller tout chercher, qu'est-ce qu'ils peuvent, là, ben oui. tout le temps, là. On peut pas les moraliser d'aucune façon pour qu'ils se retiennent. Il faut avoir un poids politique égal pour justement que le compromis soit pas trop brutal, genre soit pas trop contre le peuple et pour la bourgeoisie. Là, tu sais. Ouais, mais si on part, ben là, on va mettre de l'eau dans notre vin parce qu'on va avoir l'air non, je m'en fous, moi, de ce que j'ai de l'air. C'est ce que je gagne pour de vrai qui compte. Tu sais. Je m'en fous Ah, c'est ça. d'avoir le haut du On pavé arrive, moral. Le haut du pavé moral, là, ça fait pas manger personne. on arrive à la table de négociation, rien que sur une patte en partant, mais après ça, on se rend compte qu'on n'est pas stable. Tu sais.
numérique. Selon vous, les propriétaires de la grande technologie sont devenus les seigneurs féodaux du monde, remplaçant le capitalisme par un système fondamentalement nouveau qui asservit nos esprits, défie la démocratie et réécrit les règles du pouvoir mondial. Pour vous, le capitalisme est mort au sens où sa dynamique ne gouverne plus l'économie. Il a été tué par le capital. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous donniez votre définition du capital et du capitalisme. Comment cela est-il possible? Le capitalisme, c'est tout ce que nous reproduisons pour produire autre chose. Donc un tracteur, par exemple, vous le créez, par exemple, pour produire du maïs, pas pour le conduire dans les rues de Paris. Par exemple, une canne à pêche, on la produit pour attraper des poissons. Donc c'est la production des moyens de production. Le capitalisme est un système. On a toujours eu du capital. Le capitalisme, c'est un système où la propriété des moyens de production est devenue la source du pouvoir. Sous le féodalisme, c'était le fait d'être propriétaire terrien. Il y a toujours eu des biens capitaux, mais ils étaient marginaux. Si vous étiez propriétaire terrien et que les gens vivaient sur vos terres, vous preniez une part de ce qu'il produisait en tant que seigneur féodal. Et ça vous donnait l'occasion de créer Notre-Dame, les cathédrales, ça vous donnait le pouvoir de lever des armées. Sous le capitalisme, ce n'est pas la terre, mais les machines, la propriété des machines qui vous donnait pouvoir sur le travail des gens. Donc ça, c'est la connexion entre le capital et le capitalisme. On avait du capital avant le capitalisme. Et mon point de vue à présent, c'est que l'évolution du capital, on a vu une mutation du capital qui est devenue plus toxique. Et comment ce changement s'est-il effectué selon vous? Lentement, ça s'est fait lentement, pour des 15 dernières années. Au début, nous avions l'Internet, c'était une zone libre du capitalisme. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Mais dans les années 80, 90, quand j'utilisais l'Internet, ça ne s'appelait même pas l'Internet à l'époque. On appelait ça, Janet, le réseau universitaire conjoint. Et c'était quelque chose, c'était un travail collaboratif, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de capital impliqué. Les débuts du technoféodalisme, c'est quand cet Internet est privatisé, pour une raison simple. Les gens qui ont créé Internet ont oublié de... Qu'est-ce que tu veux dire, pas ton pauvre intervieweur, ouais, d'entendre, tu veux dire, la traduction. Moi, personnellement, entendre la personne qui traduit par-dessus Varoufakis, ça m'énerve, là. Mais, écoute, c'est moi, je suis bilingue, là. Je t'habitue. Ouais, mais c'est ça quand tu l'as. Ouais, genre, quand tu comprends les deux, genre, c'est un peu plus fourrant. Là. Peut-être qu'elle est unilingue française, fait qu'elle elle comprend rien. En fait, moi, je pense que la voix de la traduction a été rajoutée par après, là, quand tu me dis Bob Breton. En fait, elle, ça doit pas être trop fatigant pour elle, parce que c'est pas pour elle que le traducteur traduit, c'est pour Yaris Varoufakis. Fait que peut-être qu'elle... oui, non, mais ça a l'air de se passer live sur le plateau, Ouais. puis là, comme il gosse avec le son pendant le montage, Ouais. juste un peu. OK, ouais. C'est ça. Ouais. Je l'avais écouté, moi, en background pendant que je fais d'autres choses, puis je sais pas, j'avais comme juste embarqué la voix en français, Ouais. puis j'étais capable d'ignorer le reste. Là. Ouais, non, je sais bien. Mais Il essaye des affaires, il en parle en fait à la fin Ouais. du vidéo, justement, si vous aimeriez mieux une autre façon d'amener du contenu anglophone Ouais. sur la chaîne qui est en français. Là. OK, ben moi, écoute, personnellement, je pense qu'un sous-titre de très bonne qualité, c'est encore le best. Ouais, personnellement, Ouais. de toute façon, moi, si c'est en anglais, je vais l'écouter en Ah, anglais, moi, mais je veux dire, ouais. moi, même si c'est en mandarin. Mais tu sais, il y a du monde qui aime mieux les sous-titres, il y a du monde qui aime Ouais. mieux d'autres. En fait, ça... C'est peut-être une question de préférence là-dessus. Ben oui, puis il peut y avoir une question de compréhension aussi. Il y a du monde pour qui la concentration du sous-titre, ça le nuit, puis il y en a d'autres. Sincèrement, là, quand que je parle d'utilisation éthique de l'AI, là, pour l'inclusion de gens, là, ben, t'en as un exemple ici. Là. Si on avait un AI qui parle correctement, qui était correctement entraîné, on va dire spécialisé pour faire ça, t'sais,
Puis Ouais, mais qui. c'est ça, mais genre, Puis tu on pourrais n'a même pas activer. besoin d'appeler ça de l'AI, là, parce Oui. que l'auto-traduction, ça existe déjà depuis Ben un oui. bout, puis ça continuait à ça continuait à s'améliorer quand Ouais. même, genre avant qu'ils se mettent avec genre le generative AI puis tout le kit, genre, tu Ouais. sais, oui, c'est basé sur la même technologie, mais ça existait avant, puis ça, c'est ça, tu sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le développement de l'AI permet d'augmenter la performance de ces choses-là d'une manière quand même drastique, dans la mesure où on pourrait entraîner une AI spécialement à cet effet, tu sais. Mais on ne l'utilisera pas pour ça, on va l'utiliser pour faire des images de revenge. Mettons, ouais, je pense que dans le domaine, genre, c'est comme la branche au complet Ouais. de l'informatique qui touche à ça, là, genre, ils appellent ça le AI, là, mais bon, Ouais. c'est ça. C'est un peu un misnomer, là. Dans quel sens tu parles pour ce qui est de la traduction? Non, non, ben, je veux dire, le fait, mon Ah, seul problème, c'est le fait que là, il appelle cette branche-là Ah oui, intelligence artificielle, là, ouais. c'est juste, Ouais, ben, ça, c'est on un a. buzzword de Oui. sci-fi, Oui, on a, mais c'est on pas en moi qui jase. décide après ça de Ouais, comment ouais. ils s'appellent les choses. Oui, non, non, mais là, on parle pour se faire comprendre. On en jasera quand on parlera de la chambre chinoise de solde, pourquoi que une machine dite intelligente n'est pas vraiment intelligente. On parlera de ce qu'on appelle le cas de la référence. Je vous expliquerai ça un autre tantôt. Vous donnez l'occasion de prouver qui vous êtes sur Internet, une identité numérique. L'État français vous donne un passeport, une pièce d'identité qui vous permet de prouver qui vous êtes. C'est entre vous et l'État. Mais si vous y réfléchissez, aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas prouver qui l'on est. Il faut supplier votre banque de vous fournir une preuve que vous êtes qui vous dites être. Et vous devez aussi supplier Google et Facebook. Et c'est ça, en fait, qui a permis à des entités privées comme Google, Facebook, Amazon de privatiser l'Internet. C'était la première étape. La deuxième étape, c'était après la crise financière de 2008, lorsque Nicolas Sarkozy et Gordon Brown en Grande-Bretagne et bien sûr Obama et les autres se sont réunis en avril 2009 à Londres et ils ont décidé d'imprimer 35 000 milliards de dollars pour donner aux banquiers. Une grande partie de cet argent a été créé, a été utilisé en fait par des gens comme Zuckerberg et Bezos pour construire ce que j'appelle le capital cloud. On reviendra un petit peu sur ce qu'est le capital cloud. J'aimerais revenir sur les transformations du capitalisme. Vous prenez l'exemple donné dans un épisode de la série télévisée Mad Men sur l'essor du secteur publicitaire dans les années 60. L'emblématique directeur créatif Don Draper explique à sa protégée Peggy comment penser à la barre chocolatée Hershey dont leur agence assure la campagne de publicité. Sa philosophie du marketing résume parfaitement l'esprit du temps. Le produit, c'est toi, ce que tu ressens. Ou pour le dire avec les mots de James Ponnier-Wozick, on n'achète pas une barre chocolatée pour quelques grammes de cacao, on l'achète pour retrouver le sentiment d'être aimé, comme cette fois où votre père vous avait offert une barre de chocolat pour vous remercier d'avoir tondu la pelouse. C'est l'exemple que vous... Ah non, mais tu sais, là, comment maintenir les gens dans un état d'enfant, puis on se demande comment ça que les gens réfléchissent comme s'ils étaient des enfants, dans le sens de faudrait que ça soit comme quand ils étaient kids, tu sais. Parce qu'on les maintient continuellement dans le fait. Tu sais, quand ils parlent les enfants, là, ouais, mais c'est ça, tu sais. Comme si tout faudrait idéaliser l'enfance au sens de mettre les enfants dans Watt. Puis quand tu arrives dans. En fait, je devrais même pas dire ça parce que j'aime pas cette expression-là. Parce que bien souvent, ça va référer à d'autres choses, d'oppressif. Mais dans le sens d'idéaliser l'enfance, quand bien souvent, ça consiste juste à s'aveugler à l'oppression que les enfants vivent dans notre société. Puis après ça, quand tu arrives à l'âge adulte, chercher à retrouver cette espèce d'idéalisation, tu sais, puis on le voit dans la philosophie de la pub, puis on le voit dans le Lucid Podcast. Ouais, mais tu sais, il me semble que dans le temps, ouais, mais dans le temps, t'étais un kid, dude. Puis dans la vraie vie, c'est très facho quand tu penses à ça, parce que dans la vraie vie, cette idéalisation-là, elle n'a jamais existé. L'enfance de je pense pas que l'enfance de qui que ce soit a été aussi rose qu'on veut bien nous le... Tu sais?
Bon, ça doit dépendre qui, là, mais je veux dire, Oui, son analogie de la visite chez la c'est grand-mère. pas nécessairement parce que l'enfance était merveilleuse, là, c'est parce que la vie actuelle, brutale, était tellement, est tellement brutale qu'il faut que genre, t'as un instinct de longing vers un temps où ce que c'était moins brutal pour toi. Puis là, Ben pour oui. ceux que c'était leur enfance, ben c'est ça. C'est un instinct naturel qu'ils exploitent après ça pour te vendre des cossins, là. Mais je veux dire, regarde, Ah oui, non, l'exemple mais c'est donné de pas juste ça. l'exemple donné me faisait juste réagir dans le sens que non, moi, je veux du chocolat, man. De quoi tu me parles avec, avec mon père? C'est pas moi, j'allais me les acheter tout seul au magasin, mes palettes de chocolat, parce que j'aime ça, moi, manger du chocolat. Ouais, non, mais Mais c'est ça. c'est ça. Non, mais c'est aussi le fait de. Parce que, tu sais. Ah, t'as raison, Bob, ça fait penser à Zizek un peu. Excuse-moi. Ouais, non, t'as Zizek, de quoi c'est quoi ça? Zizek, c'est un grand philosophe, Ok. Zizek. On en reparlera Ok. off camera, voir si tu veux qu'on en parle. Ben oui, certain. Ça va sûrement s'en aller dans ma liste de livres à acheter, là, c'est clair. Là. Peut-être que non. Je pense qu'il me reste pas assez d'hiver pour faire assez de clubs de lecture pour tous les livres que je voudrais passer. Fait que quand est-ce qu'on se claque Gramsci au complet, là, genre on lit ça live, là? Ça, c'est pour le club de lecture, mais on n'a pas encore décidé quel genre de format que ça allait prendre. Ouais, non, effectivement. Mais écoute, comme on vous a dit, ça risque d'être cet hiver. De toute façon, ça s'en vient. Là, Comme je dis depuis le début, je suis down pour que tu lises Gramsci puis que tu me le résumes après. Là. Ouais, non, c'est ça qu'on appelle de la paresse intellectuelle, genre, c'est comme. Tu veux. Mais écoute, ça comme tu veux. Non, mais écoute, il y a une religion au complet qui s'est marketée là-dessus, ça s'appelle le catholicisme. Parce que contrairement au protestantisme, il n'encourage pas les fidèles à lire la Bible. Il encourage les fidèles à aller écouter le prêtre. Fait que tu me demandes basiquement d'être ton curé, ton curé communiste, d'aller lire Gramsci. Écoute, genre, l'analyse zizekienne, justement, de ça, c'est que le catholicisme te donne la licence de pécher, puis après ça, de t'absoudre Ben de tes ouais, péchés par procuration. Ben Puis oui. c'est ça le plus, tu peux le plus gros attrait du catholicisme, d'après Zizek. OK, ben écoute, c'est plutôt intéressant. Puis, ce qui est intéressant aussi dans le catholicisme, c'est que tu peux te faire pardonner d'avance. Ça, c'est écœurant. Ça, c'est malade. Ça. Se faire pardonner d'avance. C'est pas cool, ça? Ouais, c'est ça. T'as juste à y croire. Ça doit être correct. T'as juste à y croire. Le crédit... le crédit de la rédemption. Comprenez. La marchandisation en masse de la nostalgie à laquelle Draper fait allusion constitua pour le capitalisme un point de bascule. Alors que les grands enjeux des années 60 avaient trait à la guerre du Vietnam, au mouvement des droits civiques et aux institutions susceptibles de civiliser le capitalisme, le système d'assurance santé médicaire, le programme de bons alimentaires, l'État-providence, Draper mettait le doigt sur une mutation fondamentale de l'ADN de ce dernier. Il ne suffisait plus de fabriquer avec efficacité des choses dont les gens avaient envie. Le capitalisme supposait désormais la pratique experte des désirs. Comme disait Bob Gratton, on produira plus ce qui se vend. On va vendre ce qu'on produit. Ce système était constitué à partir de la quête acharnée pour donner un prix aux choses qui jadis n'en avaient pas. Les terres communales, le travail des femmes et des hommes, tout ce que les familles d'antan produisaient pour leur propre subsistance, du pain, du vin, des pulls en laine, toutes sortes d'outils. Comment cet extrait de votre livre a-t-il un rapport avec ce techno-féodalisme que vous décrivez aujourd'hui? Ceci a remplacé Don Draper. C'est ça le lien. Mais revenons-en au début. Durant les premières 100-150 années du capitalisme, les marchés et les capitalistes dans les marchés remplissaient des désirs préexistants. Les gens avaient besoin de pain, donc les capitalistes ont créé les machines qui transformeraient la farine en pain. À partir des années 30, mais surtout après la guerre, on a des grands conglomérats. Ce n'est plus le boucher, le boulanger. Maintenant, on a Henry Ford, Westinghouse, Coca-Cola, des grands conglomérats. Et ils ont la capacité de produire une grande quantité de biens, ce qui veut dire que pour les produire,
de manière bénéficiaire, il devait produire deux choses de la même manière. Le produit en lui-même et le désir de consommer ce produit. C'est là que Don Draper arrive. Il s'assied sur le canapé, il boit son whisky, il s'enivre. Vous avez vu Mad Men, bien sûr. Et il a des idées brillantes sur la manière dont on va transformer le fétichisme d'un bien en une demande pour ce bien. Donc, quand il dit à Peggy, quand il lui dit « on ne vend pas du chocolat », il lui explique qu'on vend le souvenir émotionnel de la relation à son père avec la barre chocolatée. Il nous parle du nouvel esprit du capitalisme monopolistique de conglomérat. C'était dans les années 50, 60, un peu dans les années 70. C'était l'esprit de l'époque. La manière dont on créait le désir et le bien, et ça se faisait par le même conglomérat. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, nous avons l'automatisation, la version automatisée de Don Draper. Lorsque vous parlez à votre machine, Siri, Google Assistant, Alexa, ça n'a pas d'importance. Et lorsqu'on lui donne des ordres, réveillez-moi à 6 heures du matin, ou commandez du lait, ou faites une réservation pour que j'aille ici ou là, en fait, vous formez cet algorithme à vous entraîner, à l'entraîner, à mieux vous connaître, pour qu'elle vous donne des conseils sur ce que vous devriez acheter. Alors, ce n'est pas du lavage de cerveau, ce sont des bons conseils, mais une fois qu'elle vous a donné ces bons conseils, elle vous influence pour vos achats futurs. Et donc, ça modifie votre comportement. Donc, subtilement, le travail que faisait Don Draper est en train d'être remplacé par ce capitalisme cloud. C'est une machine, mais contrairement aux robots industriels qui construisent automatiquement des voitures, c'est une machine qui modifie votre comportement. Elle ne produit rien, elle produit du pouvoir pour le propriétaire de cette machine, le pouvoir de modifier votre comportement et le pouvoir de créer un nouveau type de féodalisme où le seigneur féodal, qui est le propriétaire de cette machine, il a la capacité de créer un fief cloud dans lequel les consommateurs fournissent au propriétaire de ce fief une grande quantité de valeur qu'il n'a pas produit lui-même. Alors, dans ce livre, vous distinguez les technoprolos, les technocères et les vassaux. Qu'est-ce que les technocères, pour commencer? Vous êtes un technocère, moi-même, nous le sommes tous. À chaque fois que vous faites un tweet, vous mettez quelque chose sur X, sur Instagram, sur TikTok, à chaque fois que vous téléchargez une vidéo, vous faites quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Du travail gratuit, votre travail gratuit a produit du capital. Pas juste une vidéo. La vidéo, c'est une vidéo. Mais en téléchargeant cette vidéo, en la faisant monter sur TikTok, vous rendrez TikTok plus attractif pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est sur Twitter, parce que d'autres personnes nous écoutent. Donc c'est nous qui donnons à Twitter la capacité de collecter un loyer pour Elon Musk ou pour les propriétaires de TikTok respectivement. Jusqu'à présent, le capital était produit par du travail salarié. Vous vouliez construire une machine à vapeur, vous employez des travailleurs, vous les exploitez, mais vous les employez et vous les payez. Maintenant, nous contribuons en utilisant notre travail gratuit, volontairement, peut-être même que ça nous plaît, ça n'a pas d'importance, mais nous travaillons gratuitement pour créer le capital de quelqu'un d'autre. Nous sommes des serfs cloud. Mais on n'a pas l'impression de travailler. La pire tyrannie, c'est celle à laquelle on se soumet volontairement. Les féministes l'ont toujours su. Le pire patriarcat, c'est celui que les femmes acceptent. Revenons sur les technoprolos. Les technoprolos, c'est ceux qui travaillent, eux, pour le coup, de manière rémunérée pour faire fonctionner et enrichir ce nouveau capital. Je vais vous donner un exemple. Mechanical Turk. Mechanical Turk, ça appartient à Amazon. C'est un site web qui appartient à Jeff Bezos.
Pendant que nous parlons actuellement, aujourd'hui même, il y a 65 millions de personnes qui travaillent sur Mechanical Turk. Donc vous rentrez sur votre ordinateur portable et ça vous donne des tâches de comptabilité, compter des photographies, du travail prolétaire. Et vous êtes payé à la pièce, à la minute, en fonction du travail que vous avez fait sur une base quantitative. Donc vous travaillez sur le cloud, vous ne saurez jamais qui est votre employeur, vous n'avez même pas la capacité de parler à votre employeur. Vous n'avez pas de congés payés, vous n'êtes pas couvert en cas de maladie, vous êtes un prolétaire du cloud. Même le prolétaire plus traditionnel, les femmes et les hommes qui travaillent dans les hangars d'Amazon ou d'Alibaba, ils ont un de ces dispositifs qui est accroché à leur poignet, qui leur dit où aller dans le hangar pour prendre tel paquet, l'emmener à tel endroit. Et si vous êtes trop lent, il commence à sonner. C'est Charlie Chaplin, c'est les temps modernes, mais dans le cloud. C'est le même algorithme que celui que vous utilisez pour acheter des choses sur Amazon. Ce n'est plus du capitalisme, c'est quelque chose de pire. Quelque chose qui est de manière spectaculaire et de manière radicale bien pire. Est-ce que ce n'est pas simplement un retour en arrière, un retour à des conditions très difficiles, sans aucune protection sociale pour les travailleurs? Ça se produit depuis les années 70. La condition de la classe ouvrière dans l'Occident a empiré. 1973, c'était le zénith des droits des travailleurs. Après l'effondrement du système Bretton Woods, avec la financiarisation, avec la mondialisation, les conditions de la classe ouvrière se sont dégradées aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ce qu'a fait le technoféodalisme, c'est deux choses. D'abord, il a accéléré le taux de dégradation des conditions des prolétaires du cloud, et il a créé une nouvelle classe d'emplois précaires, comme les serfs du cloud et comme les gens qui travaillent chez cette entreprise d'Amazon. Qui sont ces vassaux? Parce que si vous êtes un capitaliste et que vous produisez par exemple des lunettes ou des vélos électriques, de plus en plus, vous devez vendre sur Amazon ou sur Alibaba ou sur l'une de ces plateformes. Les propriétaires de ces fiefs cloud prennent 30 à 40% de vos revenus. Donc vous êtes un vassal de ces seigneurs technoféodaux. Et votre capacité en tant que capitaliste à exploiter les travailleurs est elle-même exploitée par les cloudalistes, ceux qui sont propriétaires du capital cloud. Donc vous devenez un vassal. Donc ce n'est plus du capitalisme, c'est pour ça que je le lis. Donc les trois catégories que l'on vient de citer, finalement pour vous sont des perdants. Qui gagne? Les propriétaires du capital cloud. C'est très simple. Soit vous êtes propriétaire de capital cloud dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que vous faites partie du 0,00001% de la population, soit vos perspectives d'avenir dans ce monde sont en train de se dégrader. Vous dites que l'incarnation de ce gagnant-là, c'est Elon Musk. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé en tant que propriétaire de capital cloud. Il a commencé en tant que capitaliste normal. Il faisait des voitures. Il a fait des fusées. Il produit ces puces que l'on implante dans le cerveau. Ce sont des activités très intéressantes d'ailleurs. Mais il était très ennuyé. Il n'était pas propriétaire de capital cloud. C'est pour ça qu'il a acheté Twitter. Parce qu'il voulait connecter son capital traditionnel au monde techno-féodal. Et je lisais le Financial Times, Le Monde, The Guardian. Il disait toujours, il est fou, quelle folie d'acheter Twitter. Ce n'était pas fou du tout. Il a compris. Il voulait avoir accès à votre travail gratuit, pas juste au travail des prolétaires, des humains qui travaillent pour Tesla.
Et ensuite, il a juste concrétisé cela. Tandis que nous parlons, parce qu'il a investi dans le capital cloud, il gagne beaucoup d'argent sur les voitures Tesla après les avoir vendues. Parce que quand vous conduisez votre Tesla, si vous êtes propriétaire d'une Tesla, si vous étiez propriétaire d'une Tesla, beaucoup de gens sont propriétaires d'une Tesla, et de plus en plus de gens en achèteront. Quand vous conduisez la Tesla, le capital cloud dans Tesla est connecté à Twitter et à Starlink parce qu'il a aussi des satellites. Et il sait quelle musique vous écoutez, quand vous allez au supermarché, quel film vous avez regardé la veille, qui est connecté à la chanson que vous écoutez aujourd'hui. Il sait quand vous parlez à vos amis au téléphone, pendant que vous écoutez la musique dans votre voiture, et ça permet au capital cloud d'Elon Musk de développer une capacité fantastique à vous convaincre à travers Amazon ou Alibaba ou à travers quelqu'un d'autre, à travers une opération française. Ça lui permet de vous convaincre d'acheter quelque chose. Et il obtient plus d'argent de la voiture Tesla avec le capital cloud qu'en vendant la voiture. Et ça, c'est quelque chose que Volkswagen et Peugeot ne peuvent pas faire. C'est pour ça que Peugeot et Volkswagen sont finis. Les Chinois pourront le faire, les Américains peuvent le faire avec Tesla, nous sommes à la traîne. Et c'est selon cette logique que vous écrivez qu'aller sur Amazon, c'est sortir du capitalisme. Oui. C'est ce que c'est. Les gens disent, Yanis, quelle est la différence? C'est un monopole. Quelle est la différence avec un marché monopolistique, capitaliste traditionnel? Vous allez imaginer dans un supermarché à Paris qui appartient à un homme. Ils existent. Quelle est la différence? Je vais vous dire quelle est la différence. Si vous allez dans un centre commercial et que vous regardez la vitrine, on voit la même chose si on va dans la vitrine. Mais si vous et moi, on ouvre notre ordinateur portable et qu'on va sur Amazon.com et qu'on tape la même chose comme générateur électrique ou chargeur de téléphone portable pour votre Samsung ou mon Apple, vous aurez des vendeurs différents des miens, car le système nous connaît individuellement. Et les différents vendeurs sont là pour maximiser le loyer que Jeff Bezos peut tirer de son fief cloud. Donc c'est l'équivalent de rentrer dans un centre commercial, on regarde la même vitrine, c'est comme si on regardait la même vitrine mais qu'on voyait des choses différentes. Et ça, ce n'est pas le capitalisme. Bienvenue dans le techno-féodalisme. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin à ce point d'utiliser un nouveau mot qui a l'air compliqué, un nouveau concept, pour pouvoir désigner ce phénomène au lieu de parler d'un capitalisme qui serait guidé par le numérique, par exemple, ou par la technologie? Words matter. Les mots ont leur importance. Tu sais, quand on est rendu à trouver compliqué un mot straightforward comme techno-féodaliste, c'est quand même... Ça en dit long sur l'anti-intellectualisme de notre société, tu sais, que les mots compliqués, tout le kit, la culture en Occident de... Alors, mais je veux dire, c'est blast, là. Ils sont self-conscious, que je veux dire, c'est pas tout le monde qui est super versé dans ces choses. Oui, non, je sais bien, mais tu sais, non, j'avoue. C'est pas nécessairement compliqué, mais je veux dire, c'est que, la relation quand même est subtile. Si tu sais pas si tu comprends pas, genre le féodalisme comme un système de politique, un système de division de pouvoir, je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord que, tu sais, je parle pas du fait que tout le monde devrait comprendre le concept. Mais tu as le fait aussi qu'on alimente le fait de se sentir menacé par un mot qu'on comprend pas en apparence. Au lieu de juste se dire, tu sais, hey, je connais pas ce mot-là, c'est quoi, tu sais. À la place, tu sais, je trouve que, tu sais, on a tendance à dire, ouais, mais là, ce mot-là, il est trop compliqué, le monde, ils le comprendront pas. Pourquoi qu'on l'explique pas à la place? Puis, c'est ça qu'eux vont faire. Oui, c'est ça qu'eux vont faire. Puis, tu sais, quand je parlais que, tu sais, qu'ici, on ne se gêne pas d'expliquer des choses qui sont complexes, puis si le monde ne comprenne pas, tant pis pour eux autres, mais c'est un peu ça. Je trouve qu'on a cessé de s'adresser à l'intelligence des gens. Puis, en tout cas, moi, je l'ai vu avec les complotistes pendant la pandémie. C'était l'impression que quand un point, je vais dire une opinion
Bien le bonsoir, Bob Breton. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. See you later. Merci d'être passé. Puis, ouais, non, c'est ça. Tu sais, je trouve qu'on s'adresse pas on s'adresse plus assez à l'intelligence des gens. Puis, tu sais, l'impression que quand on donne une opinion complexe, on est en train de tromper les gens. Puis, tout ça. Je pense que je l'avais déjà mentionné, l'exemple de John Kerry aux États-Unis qui s'était présenté contre George W. Bush à son 2e mandat. Je sais pas, m'a raconté l'histoire. En fait, qu'est-ce qui arrivait, c'est que John Kerry, une des choses qui l'avait fait perdre carrément, c'est qu'il avait donné l'impression de quelqu'un qui donnait des opinions contradictoires, parce qu'en fait, de ce que j'en savais, il était plutôt intellectuel, tu sais, de nature, puis il donnait des opinions nuancées, tu sais. Parce qu'il avait dit à un moment X de la campagne que si ça avait été lui qui avait été au pouvoir, la guerre en Irak, ça ne se serait jamais fait, tu sais. Puis plus tard, quand il s'était fait poser la question, est-ce que vous allez retirer les soldats d'Irak, il avait dit non, parce que là, tu sais, on est rentré là, puis si on s'en va, il va y avoir des warlords. Puis, tu sais, tu détruis pas les institutions d'un pays, puis en les laissant là de même après, tu sais. Mais il avait vu. C'est ça qu'ils ont fait. Oui, je sais que c'est ça qu'ils ont fait, mais tu sais, ce que Ils je ont veux. fait en Afghanistan, là. C'est Ouais, pas le ouais. même pays, en tout cas. Ouais, Mais non, non, mais. on a fait ça aussi. Oui, non, mais on le fait, mais je parle au niveau de l'apparente cohérence de ce qu'il y a. Non, ben, ouais, c'est ça. De ce qu'il a dit dans le discours public. Mais non, Ouais. là, quand Mais tu non, commences, non, c'est ça qu'il fallait, c'est ça qu'il faut faire dans la vraie vie. Mais dans la tête, comme de ce qu'on appelle l'opinion publique, c'était une opinion contradictoire parce qu'il avait dit qu'il était à contre à un moment donné, puis qu'il était pour un autre. Tu sais, moi, quand le monde me dit les réseaux sociaux ont polarisé la société, tabarnak, tout est toujours pour ou contre. C'est pas une question de pour ou contre. Là. Des fois, c'est une question de comment on va gérer ça. Tu sais. C'est pas pour ou contre. Là. Ça, c'est une des grandes réussites de l'extrême droite, d'avoir amené tout le monde à réfléchir aux choses en termes moraux. Genre, pour, contre, le méchant, le gentil, manichéen même, dans tout. Moral, mais manichéen, tu sais. Là. Moral, mais pas éthique. Moral. La morale puis l'éthique, c'est pas la même chose. Les mots nous alertent sur ce qui se passe autour de nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que nous soyons en 1800 à Paris. On boit du café au bistrot et on discute, on parle du monde. Nous savons déjà que le féodalisme est mort. Mais en 1800, on voyait encore du féodalisme. Le fait que le virus capitaliste était déjà en train de tuer le féodalisme et de subjuguer le féodal et l'économie basée sur l'État, sur le capitalisme, ce n'était pas forcément évident pour un observateur de l'époque. On aurait pu dire que ce n'était pas du capitalisme. On aurait pu dire que le nouveau système, c'est du féodalisme basé sur le marché. Et vous n'auriez pas eu tort à l'époque. Mais en disant que c'est quelque chose de différent, en utilisant un nouveau mot, en l'appelant capitalisme, d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était une transformation significative, c'était un changement. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On a besoin d'un nouveau mot pour prendre conscience du fait que les choses ont profondément changé. Ce n'est pas... On ne met pas des mots sur ce qu'on pense. On a des mots, puis on pense avec. Juste un nouveau variant du capitalisme. Ce qu'on comprend donc dans votre livre, c'est qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère. C'est une bascule absolue, et c'est aussi une bascule sur le plan géopolitique. Selon vous, ce sont désormais, c'est ce techno-féodalisme qui régit l'ordre mondial, et on voit ça notamment quand on regarde ce qui se passe au niveau des États-Unis et de la Chine. Avant de parler des États-Unis et de la Chine, comme nous sommes à Paris, où que vous vous tourniez ici en Europe, nous avons ce pessimisme concernant l'Europe. Nous savons qu'il y a un problème avec l'Europe, que l'Europe se fragmente. Notre système politique est en train de faire fausse route. Où que nous nous tournions, nous voyons de l'hypocrisie, des demi-vérités. Nous voyons que l'Union européenne est essentiellement absente sur la scène mondiale, qu'il s'agisse
des processus de paix en Ukraine, et j'espère que ça sera le cas. Mais qui va représenter l'Europe? Macron ne représente que la France, Scholz ne représente même pas son propre pays. Pourquoi cela? Je pense qu'il y a une raison plus profonde à cela. L'Europe n'a pas de capital cloud. Si j'ai raison, et qu'aujourd'hui, c'est la propriété du capital cloud qui vous donne du pouvoir, qui en a? Les États-Unis et la Chine. Nous n'en avons pas. Nous parlons de réguler l'intelligence artificielle, ceci et cela. Les gens nous regardent depuis l'extérieur de l'Europe et ils rigolent. Nous n'avons pas l'instrument qui génère du pouvoir, le capital cloud. Et ça répond à votre question lorsque vous parlez de ce chapitre où je parle de la nouvelle guerre froide entre l'Amérique et la Chine, qui est bipartisane. Donald Trump l'a lancé et ensuite Joe Biden arrive, qui était censé être l'anti-Trump, et au lieu d'inverser la guerre froide contre la Chine, il a doublé la charge. Pourquoi? Parce que la Chine et les États-Unis sont les deux endroits où il y a beaucoup de capital cloud et il y a une guerre, une confrontation entre les deux. Et l'Amérique fait face à un danger présent et imminent de perdre son hégémonie mondiale qui dépend du dollar en tant que système de paiement, en tant que monnaie mondiale, parce que les Chinois sont en train de développer une monnaie digitale qui peut faire concurrence au dollar. C'est ce dont je parle dans le livre. Donc on comprend que le techno-féodalisme, en tout cas ce que vous appelez le techno-féodalisme, modifie complètement l'ordre du monde, de l'économie. Et ce qu'on essaie de faire ici à Blast, c'est quand même de rappeler les conséquences de ces systèmes et de ces théories sur nos vies. Pour les gens qui nous regardent, quelles sont les conséquences du techno-féodalisme sur leur vie quotidienne, aujourd'hui et à l'avenir? Des conséquences gigantesques. Vous savez, l'autre jour, on m'a dit « Mais Yanis, je ne suis pas propriétaire d'un de ces smartphones, j'ai un vieux Nokia qui n'est pas un appareil intelligent, qui ne se connecte pas au cloud. » Et ce que je lui ai dit, c'est « Ça n'a pas d'importance, car vous vivez dans un collectif, dans une société, et le cloud capital a tout changé dans l'environnement collectif dans lequel vous vivez, même si vous, individuellement, n'êtes pas connecté. Votre vie est infiniment différente de ce qu'elle aurait été sans le capital cloud. Je vais vous donner des exemples. Lorsque les capitalistes cloud prennent 30 à 40% de tout ce que vous leur payez et qu'ils l'emmènent aux îles Caïmans, et ils ont des milliards et des milliards et des milliards là-bas, cet argent est retiré de votre économie. Ça réduit la quantité d'argent disponible pour les travailleurs, pour les biens qui sont produits, pour le pain, etc. Pour les croissants, ça affecte vos croissants. La demande descend. Donc, les gouvernements peuvent prélever moins d'impôts, mais il a toujours le même budget, donc il augmentera vos impôts. Lagarde fait tourner la planche à billets, ça crée de l'inflation, les prix montent, donc tout... Non, c'est direct que ça l'affecte la poutine. S'il venait ici, genre, s'il faisait la même entrevue au Québec, il aurait fait genre, ça l'affecte votre poutine. Ouais, pendant que je m'étouffe. Connecté, vous ne pouvez pas échapper au techno-féodalisme. Ensuite, demain, s'il y a une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine concernant le contrôle du cloud capital, ça vous affectera, même si vous avez un Nokia. Quel est l'objectif de votre livre? Est-ce que vous espérez que ça fasse changer les choses au niveau des gouvernements ou est-ce que c'est vraiment adressé au grand public? Quel est l'objectif final? C'est toujours pour le public. Le gouvernement ne changera jamais. J'en ai fait l'expérience. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous êtes métamorphosé. Soit vous devenez un caméléon, vous reflétez ce qui vous entoure, ou vous êtes éjecté, ou vous sortez vous-même. Mon livre, c'est pour le public, et c'est là que se trouve le pouvoir. Les puissants
obtiennent le pouvoir de vous. Comme le disait le marquis de Condorcet, le secret du pouvoir du tyran, ce n'est pas ses armes, ce secret se trouve dans l'esprit de ceux qui sont oppressés. Donc, pour comprendre ce qui se passe, c'est la première étape. Et c'est ça que j'essaie de faire avec ce livre. Dans le livre, vous prenez beaucoup d'exemples concrets, vous parlez également de votre vie personnelle et effectivement, vous vous adressez régulièrement à vos lecteurs. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui vous lisent? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on fait ce constat dans nos vies, nous en tant que citoyens, pour changer tout ce système qui est extrêmement délétère, vous l'avez dit, pour la majorité de la population? Je ne crois pas au fait de dire aux autres ce qu'ils sont censés faire. Ce serait trop arrogant de ma part. Mon espoir, c'est qu'ils se rendent compte, tout d'abord, qu'il y a une nouvelle forme de capital qui est un danger clair pour nos sociétés. Et la solution n'est pas de le détruire, de le disloquer. La seule manière de le faire travailler pour nous, c'est en le transformant en un bien commun et non pas un bien privé. De la même manière que nous devrions traiter l'atmosphère comme un bien commun. On doit traiter le cloud capital de la même manière. C'est quelque chose dont nous devons être collectivement propriétaires. Il faut chercher ensuite des manières politiques de le faire. Moi, je peux vous parler de ce que moi je fais. Je fais partie d'un mouvement européen de Progress International que j'ai mis en place avec Bernie Sanders. Chaque Black Friday en décembre, nous faisons une grève contre Amazon, contre le techno-féodalisme, le capital cloud. Et nous avons un hashtag « Faire payer Amazon ». Et on a une grève dans les hangars d'Amazon qui commence au Vietnam, qui traverse le monde entier, passe par l'Allemagne, va jusqu'à Seattle. Et nous essayons d'organiser les serfs du cloud et les prolétaires du cloud. C'est ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis de faire à mes lecteurs. Ce que je dis à mes lecteurs, c'est « Voici la manière dont je pense que le monde fonctionne. Prenez vos responsabilités sur ce que nous allons faire collectivement à propos de cet état de fait. » Comment est-ce qu'on fait pour que le cloud capital soit un bien commun? Vous dites que la social-démocratie, notamment, n'est pas la solution. La social-démocratie ne parle pas de propriété. C'est ça son problème. Ils esquivent la question. Ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est exactement ce que la gauche occidentale ne fait pas, puis pourquoi on dit qu'ils ne sont pas vraiment à gauche parce qu'ils ne remettent pas en question le capitalisme. C'est exactement là où ils s'enlignent. Ils parlent de revenus, mais ils ne parlent pas de propriété. L'idée des sociodémocrates, c'était la propriété des moyens de production. Tu sais, quand les marxistes parlent de propriété privée, là, c'est ça. De dire, on prend les capitalistes d'un côté et les syndicats de l'autre, et on prend une part des bénéfices des capitalistes, on les donne aux travailleurs, et on en donne une part aux hôpitaux et une part à l'État. Mais on ne taxe pas la propriété. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que la social-démocratie est morte. Nous devons socialiser les moyens de production et de modification comportementale. Ça a l'air très abstrait. Mais pourquoi avez-vous besoin d'Uber pour être à Paris? On n'en a pas besoin d'Uber. Il faudrait interdire Uber. Il faudrait créer à Paris, dans la municipalité, une application qui vous permet de réserver des taxis, qui vous permet qui permet à moi, en tant que visiteur, de réserver un appartement et créer l'algorithme de telle sorte qu'il permette d'optimiser le bien-être des Parisiens. Réduire les embouteillages, réduire les temps d'attente, me permettre de réserver un appartement, une location, sans que vous deviez donner une part de 20% à Airbnb, réduire le nombre de jours pendant lesquels je peux
louer ces appartements pour qu'Airbnb ne détruise pas des quartiers entiers dans Paris. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une application qui emploie des codeurs locaux pour créer avec des contenus locaux et pour qu'à la fin, le surplus soit laissé à la communauté locale? Que se passe-t-il si on n'arrive pas à avoir un capital cloud commun? Si on n'arrive pas à appliquer ce que vous dites? Je pense qu'en tant qu'espèce, nous sommes finis. Je suis sérieux. On dirait que c'est vraiment une déclaration alarmiste, mais nous sommes sur une planète que nous détruisons. Nous devons arrêter d'utiliser les carburants, les énergies fossiles. Nous devons arrêter, mettre fin à cette inégalité totale entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein même de nos communautés. Le Capital Cloud empoisonne nos conversations, non pas à cause des lubies d'Elon Musk, mais parce que le Capital Cloud accumule plus et plus vite lorsque nous sommes énervés les uns contre les autres, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous nous parlons. Donc le Capital Cloud est... À propos d'Elon Musk, parce que genre le traducteur, il a eu l'air d'hésiter un petit peu entre dire la vraie affaire ou dire les lubies d'Elon Musk, qui est une façon très diplomatique. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'aime pas ça, avoir quelqu'un qui choisit les mots de la personne par-dessus moi. Tu sais, déjà, avoir des sous-titres, tu sais. Ah, ouais, j'aurais dû penser à ça, en fait. Non, mais c'est correct, c'est pas toi qui es responsable, là, c'est Blast, là. Ouais, non, mais c'est moi qui blast, Oui, mais... blast sur notre chaîne. Mais oui, mais... Moi, je trouvais la discussion était pertinente. Ah ouais, non, mais je veux dire, c'est pas une raison de pas passer le vidéo, là. Je dis juste que moi, personnellement, j'aime pas ça. On manque un peu la nuance de qu'est-ce que Varoufakis pense de Elon Musk. Mais c'est pas juste ça. Mais même en général, de ce qu'il dit, moi, écoute, je l'ai déjà écouté, Yaris Varoufakis, là, puis... Calisse que j'aime ça l'écouter, il est intéressant, là, puis tu sais, je veux dire... Il est intéressant, c'est un peu un Maverick, là, je suis pas d'accord avec qu'est-ce qu'il Non, moi non plus, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est pas ça que je dis. Je suis rarement d'accord avec tout ce que quelqu'un dit, tu sais. Non, mais... Bref. Ben, moi, c'est parce que, tu sais, écoute, let's be honest, là, à ma connaissance, il est économiste, lui, puis des économistes de gauche, là. Chris, il n'y en a pas gros, là. On a beau les critiquer tant qu'on veut, là. Il n'y en a pas gros. Il y en a un sur Blast qui passe souvent. Ouais. Sur Blast? Non, c'est sur Blast. Mais c'est ça, mais il n'en pleut pas, tu sais. C'est pas pareil. Mais en fait les vrais économistes sont de gauche, là. Les autres, ils ont des diplômes en économie puis ils se font engager comme propagandistes pour la droite. Exactement. L'Institut économique de Montréal, c'est pas des économistes qui c'est des propagandistes. Écoute, on s'entend-tu, là? T'auras beau dire ce que tu veux du Prof Wolf, là, entre l'Institut économique de Montréal et le Prof Wolf, là. Hein? On s'entend-tu? Ouais, c'est ça. Ben lui aussi, sa job, c'est d'être un propagandiste d'une certaine façon. Oui, mais, tu sais. Mais au moins, est-ce que je suis pas de la boîte? Ouais, c'est ça, je trouve ça quand, tu sais, je veux dire, tu sais, t'écoutes sincèrement, là... Le discours de Prof Wolf, que je suis d'accord ou pas, il m'appauvrit pas directement. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Il t'appauvrit pas intellectuellement. Puis, tu sais... Ni financièrement, tandis que ce que l'Institut économique de Montréal dit, ça m'appauvrit intellectuellement et en vrai dollar. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, gars, moi aussi, là, je n'ai déjà écouté, là, des économistes de gauche avec qui je n'étais pas nécessairement tout le temps d'accord. Il y en a un qui il enseignait à l'UDM où je me rappelle plus, il s'était fait crisser dehors du HEC, je pense, ou de quoi de même. Omar Aktouf qui s'appelait. C'était un Algérien qui il a fait ses études en Algérie, puis il s'est venu ici après, je pense. Puis je le mentionne parce que je sais qu'il en parle, parce qu'il y avait eu des menaces qu'il disait, puis il disait justement, il dit, je suis parti de mon pays parce que je voulais pas farmer ma gueule, parce que je me serais fait descendre, puis parce que j'avais des menaces. Puis... Fait qu'il dit, je suis pas ici pour farmer ma gueule non plus. Il dit, je la fermerai pas. Avoir des menaces, ouais. Je veux dire, c'est un testament, c'est comme la fois que la fille d'Amir Kadir s'était fait arrêter en 2012 parce qu'elle avait un poster de mise en demeure qui avait quelque chose comme la face de Jean Charest,
de captionner d'une manière plutôt agressive, on va dire ça de même. Là. Écoute, Une tonne de mise en demeure au prochain break. non, je suis pas sûr. Il y en a un qui s'est fait accuser d'agression sexuelle. C'est pas le Ah genre ouais? de... Ouais, Oh c'est shit, ok. ouais, c'est pas le genre de Sorry. Ben que je passerais, mais à l'époque, c'était pas su encore. là. Sorry about that. Ouais, non, c'est ça. Non, écoute, on a toutes nos surprises. C'est bon. Je les crois, c'est correct. C'est ça. Fait que non, mais tu sais, tout ça pour dire que tu sais, à l'époque, bah, c'était pas encore su, puis c'était quand même la raison pour laquelle la police était venue chez eux. Là. Puis Amekadé, il avait dit, il pense faire quoi, là? Il dit, on vient d'Iran, là. Il dit, c'est pas la première fois qu'on se fait intimider par la police qui vient chez nous là, pour nous arrêter pour un motif de même. Là. Je veux dire, on le sait que c'est de l'intimidation, là, que c'est du niaisage. Là. C'est comme à qui tu penses faire peur de même. Là. Qui vont descendre à cause d'un poster dans ta chambre. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis... Non, mais tu sais, c'est pas juste ça, tu sais. sais. Charles Manson dans ta chambre, puis ça veut pas dire que Ouais. tu tiens des crimes que Charles Manson a fait. Là. Ouais, non, mais c'est pas juste ça, tu sais. Moi, je pense C'est un exemple un peu extrême, mais même à ça, c'est juste. C'est pas de la bonne décoration, mais genre, whatever, ça vaut pas une visite de la police. Là, ouais. Mais tu sais, c'est pas juste ça. Tu sais, mettons, là, Omar Akhtouf lui disait que c'était des menaces d'individus, là, tu sais, comme des coups de téléphone puis des affaires de même, là, des moments où il est obligé d'appeler la police, justement. Parce que, tu sais, c'était trop, là, mais je veux dire. Tu sais, c'est parce que moi, je pense qu'ici, tu sais, en Occident, là, on vit tellement, comme je vais dire, de manière inconfortable, etc., qu'on oublie souvent quand on voit des immigrants qui viennent de pays ou qui ont vécu des situations qui sont particulièrement oppressives, tu sais, c'est comme, dude, t'appelles faire un coup de téléphone à quelqu'un qui a vécu en Algérie puis qui a eu des menaces là-bas, tu sais, ou en Iran. À qui tu penses que tu fais peur, man? Tu sais, je veux dire... C'est comme. Il y a des contextes dans lesquels les menaces sont plus crédibles. Ah oui. Oui, mais tu sais, c'est ça, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, quelqu'un qui a connu oppressif, genre 100 fois comme ça, tu vas. C'est comme la différence entre quelqu'un qui s'est fait battre, puis là, toi, tu l'envoies chier, à quel point tu vas y faire peur, tu sais. C'est comme. Ouais. Ben, ça. À cause du trauma, quand même, peut-être Ouais, ben oui. Mais bref, sans considérer le ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, ben, moi, c'est parce que, tu sais, je pense à Omar Akhtouf qui disait ça, justement. Lui, c'est ça qu'il disait. Il disait, tu sais, il dit, c'est pas ça qui va me faire fermer ma gueule. Là. Il dit, j'étais allé jusqu'à quitter mon pays parce que c'était trop dangereux pour, justement, pas fermer ma gueule. Fait que c'est pas... Si j'ai à dire de quoi, m'a le dire, tu sais, puis... Ah non, c'était plus... Je l'avais vu en conférence, c'était plutôt intéressant. Je pense qu'il enseignait au HEC avec, évidemment, des frictions avec tous ses collègues. C'était comme c'était la bête noire du HEC, l'économiste de gauche non repentant. Là. Conçu pour empoisonner nos conversations et pour nous distraire de notre intérêt commun. Donc si le Cloud Capital... Pour ça aussi qu'on ne fait pas de hate watch. Continue d'appartenir au 0,0001%, on ne va pas pouvoir se coordonner sur la bonne manière de mettre fin à la catastrophe climatique et sur la manière de prendre soin de nos communautés pour qu'ils ne soient pas repris en main par les fascistes, par les Le Pen. Donc on parle vraiment de la survie de l'espèce quand on parle de socialisation du capital cloud. Ce que vous expliquez, c'est qu'on a besoin d'un changement total de paradigme, c'est-à-dire une intervention très forte des pouvoirs publics, une nécessité de pensée collective. On doit réussir à penser un avenir commun quand tout nous pousse à penser un avenir individuel. Donc ça passe par l'information. C'est ce que vous faites dans votre livre. C'est ce qu'on essaie de faire ici à Blast. Mais ce qu'on constate, c'est que même quand les gens sont informés, ce qui est déjà difficile, même quand ils s'expriment dans les urnes, leur volonté n'est pas respectée. Et c'est ce que vous avez vécu en Grèce, quand le peuple grec a voté en 2015 contre les mesures d'austérité et qu'elles ont quand même été appliquées. Comment est-ce qu'on fait face à ça, ou même en tant que citoyen, on ne se sent pas écouté? Et on a un exemple récent en France avec les élections législatives où la volonté des gens n'a pas vraiment été respectée. Et ce qu'on constate, c'est simplement qu'il y a des jeux politiciens et à la fin, le peuple a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur la politique. Nous ne devons pas nous bercer d'illusions.
Nous n'avons pas une vraie démocratie. Nos constitutions, au premier lieu desquelles la Constitution américaine, qui était la première, elle a été créée pour s'assurer que le peuple, le démos, n'a pas le contrôle de la démocratie. C'était ça le but. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un échec. C'était conçu pour cela. Nous vivons dans des oligarchies avec des élections régulières. Et lorsque nous votons d'une manière qui contrevient aux intérêts de l'oligarchie se débarrasse toujours de la volonté du peuple. Je dis cela sans passion, sans colère. Simplement, acceptons-le et repensons la politique à partir de cela. Nous avons besoin. Tu sais, faire face à la musique, faire face à la réalité. Ah, la démocratie, on va voter. Non, non, peu importe pour qui tu votes, tu as juste le choix des différents candidats que ton overlord permet. Tu sais, si avec, tu sais, il n'y aura pas de candidat réellement communiste, peu importe que c'est que Mathieu Bock-Côté, quand même, qui crierait aux communistes tant qu'il veut. Il n'y aura personne qui va remettre en question aux élections le capitalisme. Ou en tout cas, s'il y en a, ça ne passera pas, puis ça va être relégué au rang de parti marginal, comme le parti marxiste-léniniste. Besoin de prendre... Je pense que c'est FDD qui disait ça. On n'a pas une démocratie, on a une aristocratie élective. Oui, c'est ça, exactement. Le contrôle des processus politiques sur la base de ce que vous avez dit, de la collectivité. Nous vivons dans un monde, je dis techno-féodal aujourd'hui, on disait capitaliste hier, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais il faut vraiment réfléchir au régime dans lequel nous vivons. On vit dans un régime à l'idéologie individualiste. L'idée qu'il y a des individus qui produisent des richesses et ensuite l'État vient et collectivise cette richesse à travers les impôts. C'est ce que pense Elon Musk, c'est ce que pense Macron. La réalité, c'est que nous produisons des richesses ensemble, collectivement, mais certaines personnes viennent privatiser cette richesse. Avec le cloud capital, ceux qui privatisent la richesse, c'est ceux qui ont réussi à faire rentrer leurs tentacules dans nos cerveaux. Donc on doit se débarrasser maintenant, on doit changer la manière dont on réfléchit avant même d'avoir la chance de parler, même d'avoir la possibilité de parler de peuple sans même parler de démocratie. Au vu du constat très noir que vous faites, est-ce que vous avez de l'espoir ? Écoutez, le monde est très sombre, le monde est vraiment très sombre. Mais dans l'obscurité, il suffit... Hey, je viens de remarquer qu'en français, c'est son traducteur sur place qui parle. Je pensais que c'était un gars à part, OK. Je pensais que le traducteur, il traduisait juste pour Varoufakis. D'une bougie pour créer assez de lumière pour qu'on puisse imaginer un monde dans lequel l'obscurité est vaincue. Donc, le pessimisme de l'esprit est essentiel, mais l'optimisme du cœur, ça c'est Antonio Gramsci qui disait cela. Merci beaucoup Yanis Varoufakis d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Et merci également à vous, Victor Achergueri, d'avoir assuré cette traduction. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous cache pas qu'on s'est posé beaucoup de questions sur la traduction et sur comment rendre cela le plus accessible pour vous, les spectateurs, sachant que nous ne disposions que d'un temps très limité pour l'interview et qu'il n'était donc pas possible de poser les questions en français puis en anglais sans la compromettre. Ça fait un moment que je voulais ouvrir à l'international la rubrique économique de Blast. Et si ça vous a plu, j'aimerais vraiment continuer en interviewant d'autres intellectuels qui ne parlent pas français. Donc, dites ça, c'est que je sais pas si ça vous tente de l'écouter, mais moi, personnellement, en tant que streamer qui vise le plus de bilinguisme possible là, dans le stream, je suis curieux de savoir comment qu'eux autres ils vont gérer ça. Sincèrement, si je pouvais... Tu sais, là, quand on parle d'utilisation de la tech, là, si je pouvais avoir un algorithme qui permet de nous sous-titrer, là...
Moi, je veux dire, Twitch devrait avoir l'option. Ouais, ben, tu sais, c'est parce que là, Les outils qui existent. Ben, parce qu'après ça, ben là, c'est les personnes qui décident s'ils ouais. veulent avoir le sous-titre par-dessus ou pas. Là. Ouais, non, non, oui, non, ça pourrait être du côté utilisateur, tu sais, du côté de l'auditeur, là. Mais tu sais, je veux dire, avoir la possibilité de. Ben, en fait, ça a l'air que ça existe, mais ça a l'air que la qualité est plutôt moche. Ça a l'air ça a l'air que c'est l'utilisateur qu'il faut qu'il l'installe, l'application, pour que ça sous-titre les streams que lui il Ok, écoute, ok, genre. ok, 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 Ça ok, se ok. fait du côté utilisateur, ça a l'air. On mettra le link dans notre Ouais. base de données, puis on leur souhaitera bonne Ouais, chance. on va espérer. Mais écoute, non, mais écoute, j'ai éventuellement l'intention de demander à des gens unilingues anglophones et francophones, tu sais, dans les deux sens, tu sais, lui demander leur avis puis de le tester, voir qu'est-ce que ça fait. Parce que, tu sais, il y a la question des accents, tu sais, on n'est pas en train, on parle pas comme des dictionnaires, là, tu sais, je veux dire, ça prend que vraiment, tu sais, au niveau de la détection vocale, là, à l'oral, de même, là, en live, là, je parle, là, tu sais. Ouais, ben c'est parce qu'après ça, on n'a pas le contrôle de ce que ça dit dans le Ah, ouais. sous-titre. Oui, mais je veux Ça dire, pourrait être un problème. oui, mais je te dirais que je pourrais être, tu sais, je pourrais être conciliant sur une certaine précision à un moment donné, là, mais je parle juste vraiment de dire ça correctement, de manière à ce que ça soit intelligible, là, tu sais. Dites-moi en commentaire. Premièrement, Ben est-ce non, que mais ça j'imagine vous que si ça existe, c'est pas de la boîte non plus. Ben, en tout cas, écoute, je te dis ça de même parce que c'est pas moi qui avais checké, c'est notre cher Sika. Ça fait partie des petites affaires qu'on avait checkées quand on avait Ouais, non, décidé de partir le je stream, me là. rappelle. C'est Ouais, encore un point à notre, ouais. à notre to-do list, d'ailleurs. Là. Ben, Mais, to-do list, comme je te dis, ce qu'on avait vu, c'était du bord utilisateur. La question, c'est la qualité, tu sais, c'est ça le principal, là. ouais, c'est ça. En tout cas, bref, ça va être une affaire à Ouais. peut-être checker éventuellement. Ben oui, ben en fait, c'est ça, il va Mais falloir pour demander. l'instant, tu sais, genre, notre auditoire est principalement Ouais. francophone. Puis je veux dire, Mais j'imagine qu'ils se débrouillent un peu en anglais parce que sinon, ouais. ça serait peut-être pas super le fun. Mais ben, bref. Mais j'ai quand même eu C'est un stream bilingue, là. Ouais. C'est bien de genre aimer à être bilingue au plus de niveaux possible. Là. Ouais. Mais j'ai quand même eu un feedback de quelqu'un qui est unilingue anglophone qui disait que notre stream est encore globalement trop francophone pour être écouté, là, tu sais. Je veux dire, Par un unilingue anglophone, oui, c'est oui, peut-être difficile en ce moment. c'est ça. Fait que non, mais écoute, c'est ça, comme je dis. Puis moi, j'y ai dit, écoute, j'ai dit pour l'instant, il existe des outils pour traduire en live, mais de ce que j'ai su, c'est de piètre qualité. Fait que au fur et à mesure que la technologie va nous le permettre. Tu sais, usage intelligent de la tech, là, ça en est un, ça. Être capable d'avoir un discours public, puis d'être traduit, puis d'être compris par tout le monde, tu sais, dans un monde de plus en plus globalisé, là. vous C'est une affaire qui intéresse? pourrait être intégrée dans Twitch, ça serait ça la meilleure C'est ça. réponse, je pense. Ouais. Parce que ça se fait dans YouTube, là. YouTube fait juste Ouais. te traduire les affaires par algorithme on the fly. À moins que tu aies toi-même mis une traduction faite par des gens, là. Exact. Ou est-ce que vous préférez les francophones? Deuxièmement, si l'idée vous plaît, que préférez-vous pour la traduction? Petit 1, une vidéo entièrement en anglais et sous-titrée. Petit 2, une vidéo en français avec un traducteur en voix off, c'est-à-dire que vous ne le verriez pas à l'écran. Ou petit 3, une vidéo comme aujourd'hui avec un interprète en plateau. Merci d'avance pour vos réponses. Vous pouvez aussi me suggérer des noms d'économistes étrangers qui seraient susceptibles, selon vous, d'être pertinents sur cette chaîne et que vous aimeriez voir invités ici. Enfin, je vous rappelle que nous sommes un média indépendant. Nous sommes financés par vous, Mais notre respect audience. à la personne qui faisait la traduction live en studio. Là, de la traduction live, il faut vraiment Oui, que tu oui, sois oui. dans la zone. Là. Oui, Genre, non, faut que non, tu sois oui. capable d'écouter, puis de traduire, puis de parler Ah en ouais. même temps. Puis genre, hey, c'est quelque chose. Ah oui, oui, non, Je trouve ça impressionnant. moi, j'apprécie pas le format, mais je remets pas en question la compétence d'un traducteur en live comme ça, certainement pas. Ça doit être du sport en calvaire. Non, c'est ça, c'est de le voir être dans zone de même qui rendait ça Ouais. plus intéressant pour moi. Je l'avais déjà écouté, la vidéo. Ouais. Fait que, non, mais c'était ça. Écoute, c'est très dark, mais écoute, à un moment donné, il faut regarder les choses en face, on va dire ça comme ça. Hein? Ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable puis de se faire croire que tout est beau puis que tout est ben. Tout est bien fin, puis que ça, oui, mais non, les chars électriques, ça ne réglera pas le problème. Avoir des bons transports en commun, ça va plus régler le problème, puis avoir, tu sais, bref, organiser la vie différemment, la société différemment, mais
Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire si on paye pas le monde pour les motiver à être des individus? Ben, on n'en sortira pas. Fait que, comme il dit, il faut repenser radicalement notre rapport à la société. Et on vient de te perdre, Gab, encore une fois. J'imagine qu'on t'a perdu juste dans le VOD et non dans le Discord. Est-ce que tu m'entends? Je parle là, je t'entendais pas, mais je t'entends. OK. Fait que c'est comme revenu. OK, mais là, en tout cas, on t'a perdu dans le stream. En tout cas, on a perdu l'image. Ah, ben, on va espérer que ça va se régler dans les prochaines minutes pendant Ah, voilà, c'est revenu. la pause que tu es en train de Oui, préparer. c'est ça. C'est revenu, fait que de toute façon, on va aller en pause, puis on vous revient avec le programme principal de la soirée. Ça promet d'être un. Je sais pas, en tout cas, si je me fie au titre, ça promet de pas être chic. C'est un peu comme. La vidéo est chic, en fait. Oui, mais tu sais, ce dont ça parle. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'aspects intéressants à explorer de la place où la technologie digitale, genre de Web 3, interfère avec le socio et le politique aussi. Puis c'est présenté avec beaucoup de créativité et de gusto. Bref, ça va être la première fois qu'on voit Mooncat sur ce channel. Écoute, j'ai comme. J'ai shooté les premières affaires qui me venaient à l'esprit pour le break à soir. Fait que il y a pas mal de sabaton. Fait que je vous starte sur une streak de tunes de sabaton pour le break. Puis il risque d'en avoir d'autres dans d'autres breaks. Fait que. J'ai entre autres, j'ai pas juste ça, mais j'ai entre autres choisi des tunes qui parlent de, tu sais, par exemple, de moments où parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent Sabaton, c'est des tunes, je vais dire, war theme, là, tu sais, à thématique de guerre et de militaire en général. Mais j'ai choisi des tunes où ce que la technologie a changé la donne, tu sais, que ça fit un peu avec la soirée, là, tu sais, fait que j'ai pris ça paraît dans mon choix de tune. Fait que vous avez quand même quelque chose de thématique avec la soirée. On aime bien ça. Il manque un overlay dans la scène de transition. Oui, effectivement. Je te l'ai shooté dans le White Room. Ouais, non, mais je l'avais. Le beau branding, là. Ouais. Attends une minute, là. Gab, il n'est pas content, là. Il veut le branding. Fait qu'on va mettre le branding. Tout le monde, c'est important, le capitalisme, hein? Fait que on va appeler ça le branding. Ah, c'est pas une histoire d'être capitaliste. Ouais, non, écoute, essaye pas, tu veux faire de la pub. Mettons que j'oublierais de dire, vous écoutez l'Antipode juste avant Antipode. Puis là, peut-être que le monde oublierait qu'est-ce qu'il écoute. Là. Ouais, tu sais, c'est ça, parce que c'est pas écrit dans le bas, puis tu sais, c'est pas, ben oui, tu sais. Fait qu'on va mettre le beau branding. Je le trouve beau, moi. Ben oui, il est beau. C'est pas parce qu'il est pas beau, là. J'ai jamais dit qu'il était pas beau, là. À une certaine époque, on n'avait même pas Kevin dans cette scène-là. Puis on avait juste les belles couleurs du branding. Ben ouais, puis là, on a Kevin, puis on a le branding, puis tout est bien beau. Tiens, gars, il est là, le branding, là, je l'ai rajouté. Merci, Max. Fait que là, attends une minute, il faut tout que je replace la patente, comme ça. Les joies d'OBS. Écoute, je considère penser que notre behind the scenes, c'est un des aspects les plus sympathiques. Ben oui. Non, mais écoute, c'est important de ne pas avoir l'air pro, je pense. C'est important pour justement que le monde se rappelle qu'est-ce qu'il écoute. Exactement. Tout le monde dit que c'est important d'être professionnel. Non, c'est important de l'être, mais c'est important de ne pas en avoir l'air. Voilà. Exactement. Fait qu'on vous laisse avec Sabaton et l'invention des armes chimiques. Vous écoutez l'Antipode, c'est important.